Bonjour, bienvenue sur Magic Ovaries. Aujourd'hui, j'accueille le professeur Cato Jonard de l'hôpital Jeanne de Flandre de Lille. Elle est spécialiste en gynécologie endocrinienne, en médecine de la reproduction et en infertilité. Vous allez pouvoir bénéficier d'un décryptage du syndrome des ovaires polykystiques. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le. Merci de votre soutien. Alors, le syndrome des ovaires polykystiques, donc déjà, nous, on dit que ce n'est pas vraiment une maladie, c'est plus un ensemble de symptômes qui touchent un grand nombre de femmes. Il y a presque pratiquement une femme sur 10 qui va avoir un syndrome des ovaires polykystiques pendant sa vie. Ça peut être fluctuant en fonction de l'âge. On sait que ça, en principe, ça s'améliore avec l'âge. Et puis, ça peut apparaître dans certaines circonstances, comme par exemple une prise pondérale importante, et disparaître si il y a un amaigrissement, par exemple. Donc, c'est un ensemble de symptômes qui sont extrêmement variables d'une femme à l'autre. Et en fait, il y a autant, nous, on aime bien dire qu'il y a autant de syndrome des ovaires polykystiques qu'il y a de femmes atteintes de SOPK, parce que chaque femme va vraiment présenter des symptômes bien personnels et donc très différents d'un cas à l'autre. En général, on a, mais vraiment, c'est pas du tout automatique, un trouble du cycle, donc des règles qui arrivent de façon très irrégulière, enfin, des fois des dames qui ne sont jamais réglées, ça peut se voir aussi. On a aussi des dames qui vont être gênées par des problèmes de pilosité excessive ou d'acné importante ou de perte de cheveux importante. Voilà. On peut aussi être confronté, de par les troubles du cycle, à des problèmes d'infertilité. Nous, ce qu'on va faire, c'est répondre à la demande de chaque patiente sur ce qui la gêne vraiment. Si elle se plaint de rien, à la limite, on fera rien. Et puis, on peut vraiment avoir des tableaux très différents, des dames qui n'ont aucun problème de pilosité, par exemple, et qui sont par contre très mal réglées, ou à l'inverse, des dames qui sont très bien réglées tous les mois, qui ne vont pas avoir de problème de fertilité, et qui vont avoir beaucoup d'acné. Pourquoi le nom de syndrome des ovaires polykystiques? Il n'est pas du tout bien choisi parce que ça fait peur, on entend kyste. Donc on essaye d'ailleurs régulièrement au niveau international de changer le nom, mais on n'a pas encore réussi à trouver un nom qui convenait à tout le monde. Et en fait, c'est parce que quand on regarde en échographie les ovaires, on voit plein de petites images noires ça veut dire que c'est liquidien, il y a du liquide dedans. Et au début, les premiers qui ont fait l'observation ont pensé que c'était des kystes. Mais en fait, ce n'est pas des kystes, c'est juste des follicules. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle que de voir des follicules sur les ovaires. Mais quand on a un syndrome des ovaires polykystiques, on en a beaucoup qui sont visibles. Parce qu'il y a un ralentissement de la croissance de ces follicules, et donc à un instant donné, on en voit beaucoup, plus que chez une autre femme, par exemple. En fait, les follicules, on en voit plus à l'échographie parce qu'ils ont une croissance ralentie et parce qu'ils entrent moins en ce qu'on appelle l'apoptose, ça veut dire l'autodestruction en fait. Au bout d'un moment, toutes nos cellules, elles entrent en apoptose. Et en fait, grâce à l'AMH aussi probablement et grâce aux androgènes, finalement, ces follicules, ils vont dégénérer beaucoup moins vite que chez d'autres femmes. Et c'est pour ça, finalement, qu'on en voit plus à l'échographie. Non seulement ils ont une croissance qui est un peu ralentie, et en plus, ils ne meurent pas tout de suite. Ils meurent plus lentement que d'habitude. Tous les petits follicules qui sont en réserve, puisque chez la femme, là, on est avec une réserve de follicules, un stock, et ce stock, ça va s'épuiser au fil des années jusqu'à la ménopause. On voit beaucoup de follicules, c'est pas parce qu'il y en a beaucoup qui sont entrés en croissance, c'est juste que ceux qui sont entrés en croissance restent plus longtemps. Et on sait d'ailleurs que l'âge de la ménopause chez les femmes qui ont un SOPK va être retardé de 2 à 3 ans par rapport aux autres femmes. Ça évolue bien et assez vite là récemment, alors que jusque-là, on était resté sur une physiopathologie, enfin une explication de ce syndrome et de ces symptômes qui était vraiment qui n'était pas clair du tout. Il y avait vraiment beaucoup encore de choses qui restaient en suspens. Et là, on s'oriente quand même, grâce à notre équipe de recherche qui travaille juste à côté et qui est vraiment des super chercheurs,
qui ont eu plein d'idées, qui ont fait plein d'expériences et qui ont par exemple découvert que peut-être que l'hypophyse et l'hypothalamus intervenaient aussi dans ce processus de syndrome ovaire polycystique. C'était pas juste une maladie ovarienne comme on l'a cru à un moment, mais probablement que ça fait aussi intervenir l'hypophyse, les hormones de l'hypothalamus et de l'hypophyse, les neurones de l'hypothalamus. Et puis, par l'intermédiaire d'une hormone qui est l'hormone antimullérienne, l'AMH, c'est une hormone qui en fait est fabriquée par les petits follicules en croissance. Et donc, comme dans le SOPK, il y a justement beaucoup de petits follicules en croissance, les taux d'AMH sont augmentés. Donc, chez les femmes avec SOPK, en général, l'AMH est élevé. Et cette AMH élevée, on a l'impression qu'elle a des répercussions au niveau cérébral, au niveau des neurones AGNRH qui sont présents dans l'hypothalamus, et ça va modifier aussi la production de LH et de FSH, qui sont les hormones qui vont aller commander les ovaires. Et donc, c'est pour ça aussi probablement qu'il y a des anomalies de l'ovulation par ce biais-là. Et on a aussi des explications en cours sur l'héritabilité du SOPK, parce que jusque-là, on savait qu'il y avait en moyenne une fille sur 2 de femmes qui avaient un SOPK, qui allait avoir un SOPK, mais on ne comprenait pas très bien comment et pourquoi. On pensait que c'était une cause génétique, puisque si c'est une fille sur 2, a priori, il y a un gène responsable. Or, tous les gènes possibles et inimaginables ont été explorés et on n'a jamais trouvé de gène. Et finalement, on s'oriente plus vers une pathologie et à hérédité environnementale, c'est-à-dire que pendant la vie intra-utérine, probablement qu'il y a aussi un environnement hormonal du fœtus qui fait que ce fœtus, il va se reprogrammer pour développer un SOPK quand il aura atteint l'âge de la puberté, si c'est une petite fille. Et donc, on espère aussi pouvoir, par ce biais-là, empêcher justement cette transmission si on arrive à contrôler un peu mieux les hormones pendant la grossesse. Il y a eu un consensus international en 2003 où il fallait au moins 2 critères sur 3 parmi un trouble du cycle, une hyperandrogénie, qu'elle soit clinique ou biologique, et puis des ovaires évocateurs d'OPK à l'échographie. Et bien sûr, donc il fallait qu'il y ait au moins 2 de ces 3 critères et éliminer toutes les autres causes qui pourraient être responsables de troubles du cycle ou d'hyperandrogénie. Ça reste un diagnostic, ce qu'on appelle d'exclusion, donc il faut vraiment rechercher d'autres pathologies qui pourraient donner des symptômes similaires. On n'a pas le droit de dire c'est sûr c'est un SOPK sans avoir fait un minimum d'exploration. Les appareils d'échographie ont beaucoup évolué là depuis 2003 et donc maintenant en fait on a revu un petit peu ces critères, mais on reste toujours sur les 3 critères troubles du cycle, hyperandrogénie et échographique avec des critères différents pour l'échographie. Et donc le diagnostic, il ne faut pas le faire trop tôt parce qu'une jeune fille qui vient d'avoir ses règles, très souvent les règles ne vont pas être régulières, elle peut avoir de l'acné au moment de la puberté, de l'adolescence, c'est tout à fait classique. Et il ne faut surtout pas, et même d'ailleurs les préconisations là, récentes disent bien qu'il ne faut pas porter un diagnostic de SOPK chez une jeune fille dans les années qui suivent ses premières règles. On doit vraiment attendre, voir si vraiment les troubles s'installent ou pas. Et en plus, à l'échographie, chez une jeune fille, on peut avoir des ovaires très riches et c'est tout à fait normal. Donc attention à pas porter un diagnostic très tôt parce que de toute façon, ça changera rien. Et au contraire, ça risque d'inquiéter la jeune fille, ses parents. Surtout qu'il y a des messages qui ne sont pas très bons qui circulent sur le SOPK. Par exemple, des patientes qui vont lire que le SOPK rend stérile alors que ce n'est pas du tout vrai. Ça s'améliore avec l'âge. Donc, des femmes qui vont avoir, par exemple, des difficultés à avoir leur première grossesse vont peut-être avoir sans aucune difficulté leur deuxième ou troisième grossesse parce qu'elles ont juste pris de l'âge et que, comme la réserve ovarienne, le nombre de follicules diminue avec l'âge, eh bien, les symptômes vont s'améliorer et donc elles seront bien mieux réglées en tout cas et elles auront une ovulation plus facilement et pourront avoir des grossesses plus facilement. Et puis aussi, si c'est un SOPK qui est dû à un excès pondéral et un problème d'insuline, ça aussi il y a différentes formes de SOPK, le fait de perdre du poids peut tout à fait, pareil, rendre des cycles beaucoup plus réguliers, améliorer les symptômes. Alors, c'est vrai qu'il y a le SOPK avec obésité, on va dire, et le SOPK mince. Quand il y a un surpoids et une obésité,
On invite vraiment les dames à essayer de perdre un petit peu de poids et à faire un peu de sport. On sait que perdre 5 à 10% de son poids, c'est suffisant pour améliorer déjà un certain nombre de symptômes. Certaines femmes vont retrouver une ovulation juste en perdant 5-10% du poids, ce qui n'est pas énorme. Si on pèse 100 kg, si on perd 10 kg, on arrive dans un certain nombre de cas à rétablir quand même des ovulations par exemple. Donc chez ces femmes-là, c'est sûr que la première chose à faire, ça va être de les aider à, par un équilibre, modifier un petit peu l'équilibre alimentaire, marcher un peu plus, enfin, voilà, des petits moyens simples, hein. On ne va pas leur demander d'aller faire le marathon de Paris du jour au lendemain, bien sûr, mais on peut tout à fait améliorer les symptômes par ce biais-là, et puis on peut aussi leur donner, s'il y a besoin, un médicament insulino-sensibilisant, comme par exemple la metformine. Dans certaines situations, ça s'y prête. S'il y a en plus des troubles de la tolérance glucidique, un prédiabète ou un diabète, là, ça peut aider aussi à faire diminuer un petit peu ces symptômes-là, les symptômes du SOPK. Donc la prise en charge, elle est vraiment individualisée selon la demande de la patiente, selon les symptômes. On peut avoir par exemple une jeune fille qui n'a pas besoin de contraception mais qui est très gênée par des problèmes de pilosité. On va lui donner un traitement plus ou moins fort pour régler ses problèmes de pilosité ou d'acné. Après, on peut avoir la jeune femme qui souhaite une grossesse et donc là, on va l'aider à obtenir la grossesse en lui donnant aussi par des moyens simples, hein, des médicaments à prendre pendant 5 jours par mois. Par exemple, on arrive très souvent à rétablir une ovulation et donc à obtenir une grossesse, s'il n'y a pas d'autres causes d'infertilité, bien sûr. Après, ça peut être à nouveau des problèmes d'hyperandrogénie qui peuvent gêner la vie de la femme. Donc tout ça, ça va vraiment être en fonction de ce qui gêne la patiente. En prévenant quand même toujours le risque d'hyperplasie de l'endomètre, parce qu'en fait, ce sont des femmes qui, en général, n'ovulent pas très bien, et donc le risque, c'est d'avoir trop d'œstrogène par rapport à la progestérone, et donc au fur et à mesure d'avoir la muqueuse de l'intérieur de l'endomètre, la paroi de l'endomètre, qui normalement accueille l'embryon, qui s'épaissit, et puis au bout d'un moment, ça peut entraîner des forts saignements, ou alors même à long terme, une dégénérescence de l'endomètre et même un cancer de l'endomètre. Donc il y a quand même des petites choses qu'il faut proposer, comme par exemple donner un peu de progestérone tous les 3 mois pour qu'il y ait des règles quand même de temps en temps, chez une dame qui n'est jamais réglée. Même chez les femmes qui n'ont pas de surpoids, on peut avoir chez elles aussi un problème d'insulinorésistance, beaucoup moins fréquent, c'est-à-dire trop d'insuline et une insuline qui n'est pas active. Bien sûr, l'insulinorésistance en général, c'est plutôt chez les femmes qui vont avoir des problèmes de poids, de surpoids, mais ça se voit aussi chez à peu près 30% des femmes avec SOPK et qui sont minces. Et puis on sait bien que l'alimentation, de toute façon, elle joue aussi sur plein de choses, et même si on n'a pas d'insulinorésistance, le fait de bien se nourrir, ça peut tout à fait avoir des effets positifs, hein. L'acné, on dit, oui, l'acné, ça peut être favorisé aussi par un apport de sucre rapide trop important, par exemple. Enfin, voilà, à confirmer, mais on sait que l'alimentation joue sur pas mal de niveaux. Quand on peut, parce que parfois on ne peut pas parce qu'il y a des contre-indications, c'est vrai que ce qui se prête le mieux, parce qu'en fait on fait d'une pierre deux coups grâce à cette contraception, c'est la pilule œstroprogestative, parce que elle va, même d'une pierre 3 ou 4 coups même. Donc cette contraception, elle va permettre de diminuer le climat d'hyperandrogénie qu'ont ces femmes. Ces femmes, elles sécrètent trop d'androgènes par les ovaires. Et ces androgènes sont sécrétés sous l'action d'une hormone de l'hypophyse. On a parlé tout à l'heure, l'hypothalamus-hypophyse. Et donc, c'est la LH. Et si la pilule va bloquer la LH, va empêcher la LH d'être sécrétée. Et comme là, c'est la LH qui stimule la production des hormones mâles par les ovaires, en prenant une pilule œstroprogestative, on va déjà baisser le niveau des androgènes. En plus, en prenant une pilule œstroprogestative, on va augmenter la circulation d'une protéine qui capte les androgènes et donc qui les empêche d'agir sur les tissus cibles. Donc, par ce moyen-là aussi,
on va diminuer l'effet des androgènes donc si la dame a des symptômes d'hyperandrogénie comme de l'acné, de la pilosité, perte des cheveux, ça va agir. Le SOPK, il faut le voir, enfin, c'est quand même un désordre hormonal. Donc c'est vrai qu'il y a des dames qui disent moi je veux pas d'hormones, mais on leur dit bah oui, mais avec le SOPK vous avez quand même un déséquilibre de vos hormones, vous avez trop d'hormones mâles, vous avez trop d'œstrogènes, et c'est pas bon d'avoir trop d'œstrogènes par rapport au progestatif. Puisque pour le problème de l'endomètre et du cancer de l'endomètre. Donc quand on est sous pilule œstrogestative, là aussi on se protège du risque de cancer de l'endomètre. Maintenant la pilule œstrogestative elle n'est pas possible chez tout le monde, hein. Quand on a des migraines, en particulier si on a des symptômes avant la migraine, ce qu'on appelle des auras, c'est contre-indiqué absolument de prendre la pilule œstrogestative. Si on est en obésité et qu'on fume, là aussi c'est contre-indiqué. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses qui malheureusement empêche qu'on puisse utiliser cette pilule à certains moments. On a des chances, heureusement, parce que sinon on serait complètement envahi. Il faudrait doubler la surface du Jeanne de Flandre, puisque une femme sur 10 pratiquement a un SOPK. Donc la grande majorité des femmes ont leurs enfants sans personne, avec leur conjoint, mais voilà, sans l'aide médicale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à dire, et il faut arrêter de dire que le SOPK rend stérile, c'est complètement faux. Donc la majorité auront leurs enfants spontanément. Si ce n'est pas le cas, si elles ont des règles très irrégulières ou qu'elles ne sont jamais réglées, là, il faut qu'elles viennent consulter. C'est pas la peine d'attendre des années ou des mois avant de consulter, hein. Voilà, au bout de 3-4 mois, elles ont arrêté la pilule. Au bout de 3-4 mois, elles voient qu'elles sont vraiment pas bien réglées. Là, on les invite vraiment à consulter. Et donc, on va les aider. Alors, ça dépend aussi du contexte. Si on part d'une obésité très importante, on va quand même essayer de les accompagner dans une perte de poids parce que les traitements marcheront moins bien, et puis parce qu'une grossesse, quand on démarre avec un surpoids très important ou une obésité importante, c'est quand même un petit peu risqué pour la maman, pour le bébé. Mais on travaille bien avec l'équipe de nutrition. Voilà, il y a des moyens, on peut envoyer des dames voir des diététiciennes, mais pas seulement. Il y a aussi souvent les psychologues aussi qui doivent intervenir. Après, il y a des moyens simples. Donc si l'infertilité est juste due à la dysovulation du SOPK, en donnant ce qu'on appelle le citrate de clomifène, ça marche très bien. Ça ne marche pas tout le temps, mais si ça ne marche pas, on a d'autres moyens après à proposer. Dire que c'est pas dramatique du tout d'avoir un syndrome des ovaires polykystiques, hein, qu'on vit très bien avec. Au contraire, finalement, on a une réserve ovarienne qui est plus importante que la normale. Donc, par rapport à la fertilité, on n'a pas à s'inquiéter parce que on peut avoir des enfants même si on n'est pas toute jeune, et des fois ça peut être compliqué chez d'autres femmes, et puis que c'est extrêmement variable d'une femme à l'autre. Donc il ne faut pas écouter ce que la voisine qui a peut-être aussi un SOPK vous raconte forcément sur elle et sur ses traitements, parce que vraiment d'une femme à l'autre ça n'a rien à voir, et qu'il faut vraiment personnaliser la prise en charge. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à suivre Magic Ovaries sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. À bientôt!